Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 19 octobre. C'est un exploit, une véritable prouesse. La communauté scientifique attendait cela depuis 25 ans. Après 4 années de travail, une équipe de 8 scientifiques tourangeaux livre au monde la première photo du virus de l'hépatite C. Le docteur Éric Pivert, qui mène ses travaux, nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. À Tours, l'avenir de la cuisine centrale qui distribue chaque jour 8500 repas dans les écoles de la ville oppose la majorité aux élus écologistes, publics ou privés. Produits locaux, qualité, les écologistes demandent à des comptes à la mairie qui travaille sur la création d'un nouvel établissement. Également dans ce journal, 3 matchs, 3 défaites. Ce soir, l'équipe féminine du Chambray Touraine Handball n'aura donc pas droit à l'erreur. Elle affrontera ici Paris. Il y a un peu plus d'un mois, les joueuses ont accédé à la première division, mais elles peinent. Elles occupent aujourd'hui, vous le verrez, la dernière position du classement. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ces images. Une cinquantaine de policiers a manifesté place Anatole France à Tours en signe de soutien à leurs collègues, vous le savez, blessés à Viry-Châtillon et suite aux reproches du directeur général de la police après les manifestations policières qui ont eu lieu ces derniers jours. Ils se sont tenus debout, vous les voyez, silencieux, dos tourné pour exprimer leur mécontentement avant de lancer les gyrophares. Les images sont signées Daphné Chardon. Du nouveau dans l'affaire de l'incendie au centre commercial Quinière à Blois. Un homme a été placé en garde à vue après s'être présenté spontanément hier soir au commissariat. Nous vous en parlions hier. Une voiture en feu a été découverte par les habitants. Elle avait été volontairement placée devant la vitrine du magasin. Le cours des Halles, la vidéosurveillance a permis d'ajouter de nouveaux éléments à l'enquête. On y voit notamment un individu qui vide le contenu d'un jerrycan d'essence sur la voiture et allume le feu. La brigade de sûreté urbaine s'interroge à présent sur le mobile de cet acte. Représailles ou vandalisme, l'enquête se poursuit. Des scientifiques tourangeaux, je vous le disais en titre, livrent au monde la première photo du virus de l'hépatite C. Après 4 années de travail, une équipe de 8 chercheurs de l'INSERM de Tours a réussi cet exploit. On en parle avec vous, docteur Pivert. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vous donc qui avez travaillé sur ce projet. Vous avez mis 4 ans. 4 ans, c'est peu de temps finalement. C'est peu de temps et c'est long. C'est un travail de toute une équipe. Donc moi, je représente cette équipe de 8 personnes qui a travaillé pendant 4 ans sur le développement de la technique qui a permis de valider et d'observer cette particule virale. Et ensuite, il y a tout le travail de validation pour conduire à la publication lundi dernier du papier dans le journal Goethe qui valide l'ensemble de ce travail. Oui, alors on peut le dire, c'est une véritable prouesse, le virus de l'hépatite C. La communauté scientifique attendait cela quand même depuis plus d'une vingtaine d'années, 25 ans, ça a été découvert en 1990, on n'avait jamais pu l'observer au microscope. Alors cette question finalement, aujourd'hui, pouvoir observer ce virus, pouvoir l'identifier, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à la science ? Alors, d'un point de vue scientifique, c'est vrai que c'était un des virus qui n'avait jamais pu être observé, comme vous le disiez. On le connaissait par des approches indirectes, puisqu'on pouvait suivre des patients qui sont chroniquement infectés en mettant en évidence le génome et une partie du virus, mais jamais cette particule. Alors, l'approche qu'on a permet également de valider un certain nombre de théories sur la structure du virus, et également pour les approches vaccinales, essayer d'avoir des éléments structuraux qui sont présents à la surface et qui peuvent participer à la stimulation du système immunitaire et utiliser ces informations pour des approches vaccinales. Donc concrètement, ça peut vous aider à développer un vaccin. Tout à fait. Ouais. Alors, comment êtes-vous parvenu à cette prouesse? Comment avez-vous travaillé? Quelle a été votre approche? Alors, sans dévoiler tous les secrets, bien évidemment. Il n'y a pas de secret, c'est publié dans la publication. On est obligé de toute façon de donner la méthodologie. La méthodologie et quels sont les ingrédients qui ont permis d'arriver à ces résultats. Donc, comme je vous le disais, l'observation a toujours été compliquée, quelle que soit l'utilisation soit du sérum de patient, soit des systèmes de culture cellulaire qui ont été récemment développés, mais l'approche qui avait été faite, c'était des approches classiques en se disant on produit énormément de virus, on le purifie, on le concentre avec des approches tout à fait classiques, mais
ce qui était observé n'était pas pertinent ou n'apparaissait pas comme le virus aux yeux de la communauté scientifique. Nous, on est parti, on a inversé un peu les choses. On s'est dit que le virus avait des propriétés tout à fait particulières, un peu comme une espèce de cheval de Troie dans un élément qui existe chez l'individu, et d'aller chercher le virus dans ces éléments-là avec des composants bien particuliers pour le capturer. On imagine en tout cas que la reconnaissance de ce travail va vous aider à débloquer des crédits pour vos recherches. Ça valide tout à fait le caractère scientifique de notre approche, et ensuite cette aura nous donne la possibilité ensuite d'aller chercher des crédits, de répondre à des appels d'offres. Merci beaucoup, docteur Éric Puvert. Vous êtes maître de conférences universitaire et praticien hospitalier au service de biochimie et biologie moléculaire à l'INSERM, unité 966, pour être précise. Merci. On vient de le voir, en tout cas, les prouesses que peut nous offrir la médecine, mais parfois le domaine de la santé peut aussi présenter des failles. C'est en tout cas ce qu'affirme une habitante de Ligueuil, en Indre-et-Loire, atteinte de la maladie de Lyme, qui assigne en responsabilité civile 2 laboratoires qui commercialisent depuis 10 ans les tests de diagnostic de cette maladie. Elle s'appelle Julie Tougar et a découvert il y a quelques mois à peine que cette maladie attaquait son corps depuis 28 années. Cette femme d'une trentaine d'années a d'abord fait un test en France qui s'est révélé négatif, puis un autre en Allemagne positif. Aujourd'hui, elle s'associe à 129 patients qui mènent une action regroupée de malades. Leurs avocats réclament au laboratoire Biomérieux, un français, et Diazorien, un italien, 500 000 € de dommages et intérêts pour chacun d'entre eux. Quand Julie Tougar, elle, ingère aujourd'hui 42 médicaments par jour. Il y a quelques semaines, on la recevait sur le plateau de l'invité de la rédaction. Je vous propose de l'écouter. En faisant mon test, ma prise de sang est revenue négative. Donc là, je dis à mon mari, j'ai dit c'est pas possible. Je suis sûre de moi. Donc vous avez fait le test allemand. Voilà. Et là, j'ai appelé donc un médecin en Alsace qui exerce en Alsace et qui me dit venez demain. Donc le chemin est long parce que c'est loin quand on est dans un état lamentable. Et là, on voit ma prise de sang en Allemagne et j'ai le résultat. Déjà, lui, sur un questionnaire, me dit vous avez une belle maladie de Lyme déjà directement. C'est toujours considéré comme une maladie rare il y a 30 ans. Donc forcément, il y a le test sanguin en fait est calibré à 5% de la population. Ça veut dire que si les 5% sont dépassés, tout le monde sera négatif. Au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment arrêter ce déni médical et ce scandale sanitaire qui est à hauteur du sida, qui s'est passé il y a déjà 30 ans et là maintenant il faut vraiment faire quelque chose. 317, c'est le nombre d'escroqueries que 2 hommes âgés de 60 ans ont commises en 2 ans, soit 75 000 € de préjudice. Ils ont réalisé des achats avec des chèques volés dans près d'une 60aine de magasins du Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, d'Indre, de la Sarthe, de Paris et de 3 départements en région parisienne. Vêtements, aliments, meubles, carburant. Le tribunal correctionnel de Blois les a chacun condamnés à 3 ans de prison ferme. Manuel Valls à Pontourny samedi. Le Premier ministre sera en visite au centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté basé à Beaumont-en-Véron en Indre-et-Loire, qui a vocation, je vous le rappelle, à accueillir des jeunes en voie de radicalisation. Il se rendra ensuite à Tours pour participer aux assises régionales du Parti socialiste au centre du congrès Vinci. À Tours, justement, l'avenir de la cuisine centrale qui distribue chaque jour 8500 repas dans une 60aine d'écoles de la ville oppose majorité aux élus écologistes. Cette régie municipale qui fête cette année ses 40 ans souffre d'amiante, d'infiltration et de vétusté. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut un nouvel établissement, mais personne ne s'entend sur la méthode. Amanda Breu-Rivera. Ce matin, devant l'école élémentaire Rabelais, l'élu écologiste Emmanuel Denis distribue son questionnaire sur la qualité de l'alimentation scolaire et veut alerter les parents sur un possible projet de privatisation de la cuisine centrale de Tours. Cette entité municipale livre chaque jour 8500 repas aux écoles, crèches et centres de loisirs de la ville. Moi, là, je ne réagis que par rapport à ce qui vient dans l'assiette de l'enfant, mais pas à ce qui se cache derrière. Je ne sais pas s'il y a un lien, peut-être, mais franchement, je l'ignore. On a l'impression que le débat n'est pas ouvert. Donc on aimerait que le débat soit ouvert, que les parents, entre autres, soient associés à cette discussion. En 15 jours, les élus écologistes revendiquent avoir obtenu plus de 600 réponses. Le but est de faire pression sur la mairie pour obtenir des garanties quant au futur de la cuisine centrale.
si on ouvre un marché DSP, c'est toujours le moins 10 ans qui est pris. Et nous, on préférait aller plutôt vers un mieux 10 ans qualitatif. Et donc rester en régie publique, parce que pour nous, c'est un problème de santé publique. Donc il faut garder la main mise dessus, il faut garder le contrôle de l'alimentation de nos enfants. La cuisine centrale de Tours, vieille de 40 ans, n'est plus aux normes. Le bâtiment souffre d'infiltration et comporte de l'amiante. Dans le cahier des charges de la nouvelle cuisine, pas encore rendu public, la municipalité veut maintenir les 20% de produits bio et les 30% de denrées alimentaires issues de l'agriculture locale. Fin octobre, la mairie de Tours veut lancer un appel d'offres pour étudier les différentes possibilités en matière de gestion, d'organisation ou de superficie. On peut éventuellement le donner au privé, mais la priorité, c'est quand même la régie. Donc après, c'est d'avoir les avantages et les inconvénients de chaque mode de gestion. Mais bien sûr que la régie est toujours d'actualité. Enfin, il n'y a pas de polémique à avoir pour l'instant et il n'en est pas question, quoi. Pour l'instant, la piste d'une mutualisation des moyens avec d'autres villes de l'agglomération comme Saint-Pierre-des-Corps ou Chambray-les-Tours est pour le moment privilégiée. La nouvelle cuisine est estimée entre 8 et 12 millions d'euros. L'étude des différents scénarios comme maintenir la régie publique ou privatiser ce service doit être délivrée à la mairie en juin 2017. Gérard Bobier reconduit dans ses fonctions de président de la Chambre des métiers de l'artisanat à d'Indre-et-Loire. L'UPA a obtenu 1063 voix face aux 795 de la CGPME. Le scrutin avait lieu, je vous le rappelle, le 14 octobre dernier. On passe au sport. 3 matchs, 3 défaites ce soir. L'équipe féminine du Chambray Touraine Handball n'aura donc pas droit à l'erreur. Elle affrontera Issy-Paris-Hand dans le cadre de la Ligue féminine de handball pour la 5e journée. Il y a un peu plus d'un mois, vous le savez, les joueuses ont accédé à la première division. Le niveau est donc plus élevé. Elles occupent aujourd'hui la dernière position du classement. Reportage d'Audrey Champigny. 3 matchs, 3 défaites. Le plongeon dans le grand bain de la LFH a pour l'instant des allures de douche froide pour le Chambray Touraine Handball. Avec seulement 3 points engrangés, le club fait figure de lanterne rouge au classement, bien loin derrière Dijon, en tête de peloton. Le niveau est plus élevé, alors en plus la problématique c'est qu'on a joué 3 matchs en 5 semaines et demie, certaines équipes en ont joué 9. Déjà on a été perturbé par les blessures et en plus on a du mal à se mettre dans le rythme de la compétition. Là je pense que le rythme va s'accentuer avec 2 matchs en 3 jours, après on va à Besançon, on reçoit Brest et on ira à Fleury. Donc ça va s'enchaîner les matchs tous les week-ends, un petit peu on va dire normalement. Donc à nous maintenant de lancer cette saison et de se mettre dans le rythme pour pouvoir engranger les points avant Noël. Côté vestiaire, l'arrivée de 5 nouvelles joueuses cet été a certes apporté du sang neuf à l'équipe. Mais qui dit nouveau collectif dit également nouveau modèle de jeu. Et tout cela prend du temps. Après la défaite amère contre Metz fin septembre, il a donc fallu se remettre en question et retrouver la confiance. On a parlé, on a dit ce qu'on avait à se dire. Depuis, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'investissement. On travaille vraiment plus dur, on est vraiment plus concernés. Et on a envie de montrer autre chose, parce que c'est pas nous, jusqu'à maintenant, c'est pas nous. Il faut vraiment qu'on soit vraiment plus forte dans nos têtes, et surtout qu'on montre un autre état d'esprit. C'est le plus important, je pense. Après, on peut perdre face à meilleur que nous, ça y a aucun problème. Mais il faut qu'on ait rien à regretter et qu'on ait vraiment, encore une fois, notre vrai visage. Si l'objectif affiché est bien de se maintenir en première division, reste aux Chambrésiennes de montrer qu'elles en ont envie et qu'elles en sont capables, et peut-être espérer ainsi intégrer le carré final des play-offs. Miss Centre Val-de-Loire abandonne, elle ne participera pas au concours Miss France. La jocondienne de 22 ans, Margot Legrand-Guérino, renonce pour des raisons personnelles. Elle sera donc remplacée par sa première dauphine, Cassandra Joris, une tourangelle de 20 ans. À suivre, quel est le point commun entre François Bayrou, Julia Roberts ou encore Winston Churchill? Ils sont tous célèbres, certes, mais ils sont aussi bègues. On parle justement dans un instant du bégaiement, une pathologie qui touche 600 000 personnes en France. Samedi, une journée mondiale est consacrée à ce trouble de la parole qui, vous allez le voir, est bien plus complexe et nuancé qu'il n'y paraît. À tout de suite.